n'êtes que 18 étudiants, mais on doit commencer parce que c'est là. OK. Alors, on va entamer un nouveau chapitre. On a terminé avec l'étude de l'existant. Donc, on va passer à la partie conception. Donc, comme on avait dit la dernière fois, est-ce que vous voyez l'écran? Est-ce que vous voyez le parcours? Oui, madame. OK. Alors, la dernière fois, on a vu l'étude de l'existant. On a pour tout projet d'informatisation, il y a 2 étapes. La première étape, c'est l'étude de l'existant. C'est là où vous devez présenter le système d'information étudié. Donc, dans cette étude, l'étude de l'existant, on a vu comment collecter les informations et comment présenter les informations collectées. Donc, je vous rappelle, on va décrire le système en place, le système existant dans sa totalité. C'est-à-dire, on ne doit rien oublier et on ne doit rien déformer. Alors, la dernière fois, on a parlé des techniques de collecte d'informations. On avait cité l'observation, l'interview, questionnaire, les réunions, etc. La collecte des documents. Après avoir collecté les informations, on va les présenter. Alors, la vue globale du système d'information était le diagramme de flux d'informations. Donc, c'est une vue générale du système et dans laquelle on doit présenter les échanges d'informations entre les acteurs internes du système d'information étudié et aussi entre le système d'information et son environnement extérieur. Alors, puisqu'un système d'information est un moyen de mémorisation et de traitement des informations, donc on doit étudier le support d'information. La dernière fois, on a vu comment étudier un document, donc l'étude d'un document. Un autre support d'information peut être un fichier. Je vais vous envoyer une fiche d'étude de fichier. Alors, les acteurs qui sont chargés de traiter les informations, on les appelle les postes de travail. Chaque poste de travail, on va faire son étude par une fiche d'étude de poste de travail. Les traitements, c'est les procédures. Donc, pour chaque procédure, on doit établir un diagramme de circulation et de traitement des informations. C'est ce qu'on a vu dans notre première série. OK? Est-ce que tout le monde est d'accord? Alors, après avoir... Oui, madame. OK. Très bien. Alors, après avoir établi ce rapport d'étude de l'existant, on doit terminer par un diagnostic. Donc, on avait dit qu'un diagnostic nous permet de présenter les points faibles du système d'information existant. Donc, ça sera un ensemble de critiques et un ensemble de suggestions, qui veut dire ce qui va mal dans le système et comment on va corriger. Donc, on n'a pas encore vu. On peut prendre quelques notes. Qui peut me donner un exemple de critique? Un exemple de critique. Je veux critiquer mon système d'information. Qui peut me donner un exemple de critique? Une anomalie que je peux trouver dans mon système d'information. Un exemple. Par exemple, j'ai fait l'étude du diagramme de flux d'informations. Qu'est-ce que je peux trouver comme critique? Le diagramme de flux, c'est les échanges d'informations entre les acteurs. Donc, qu'est-ce que je peux trouver comme critique? Qui peut me dire un exemple? Par exemple, il y a beaucoup d'informations qui vont dans un poste précis.
cherche un poste de Par travail. exemple, oui, on peut trouver très bien, donc plusieurs informations pour un poste de travail. Oui, un ensemble d'informations qui viennent vers un poste de travail. Beaucoup d'informations qui viennent vers un poste de travail. Et qui peut me dire une autre critique? Un poste de travail vers lequel viennent plusieurs informations. À votre camarade. On peut trouver d'autres critiques telles que bon, je vais vous partager le Word. Quand on va prendre note, d'accord? Vous allez prendre note. Vous voyez l'écran. Oui, madame. Alors, exemple, de critique pour alors, exemple de critique pour un diagramme de flux d'informations. Bon, votre camarade a dit beaucoup de flux vers un poste de travail. Alors, beaucoup de flux qui viennent vers un poste de travail. Je peux aussi trouver une information qui transite par plusieurs postes de travail pour arriver à sa destination. Donc, beaucoup de transitions pour une information. Que peut engendrer cette critique? Une information qui transite par plusieurs postes de travail. Elle peut causer quoi? Peut causer. Alors, qu'est-ce qu'elle peut causer? Une information qui transite. Pourrait dire de la modification de cette information. Pardon? La modification de cette information. La modification. Vous pouvez écrire en commentaire. Hein. Ah oui, trop. Madame, elle peut causer la perte d'une information. Écrire commentaire, si. Très bien. Donc, ça peut causer Madame. la perte d'information. Oui, elle peut causer la perte d'information. Elle peut causer quoi? Madame, des redondances. C'est une information qui apparaît dans plusieurs endroits. Elle apparaît dans plusieurs endroits. Pour arriver à sa destination, elle transite par plusieurs postes de travail. D'accord? Lors de la transition, je peux perdre cette information. Oui, je suis d'accord. Alors, Wissam a dit la modification de cette information, on ne parle pas de traitement. D'accord? On parle de la transition. Elle n'est pas sécurisée, qui veut dire si elle va à un niveau donné, elle peut être modifiée. Oui, oui, c'est possible. Donc, encore information non sécurisée.
Elle arrive en retard. L'information qui va transiter par plusieurs postes de travail pour arriver à sa destination, elle peut arriver en retard, donc l'arrivée tardive de l'information. Donc, elle arrive en retard, elle perd sa valeur. D'accord? L'information perd, elle va perdre sa valeur, qui veut dire quoi? Donc, soit elle ne reflète plus la réalité. Là, celle est arrivée en retard, la réalité a changé. OK, donc elle ne servira plus à la prise de décision, comme elle est devenue erronée, etc. OK. Alors ici, c'était pour le diagramme de flux d'informations. L'exemple de critique pour l'étude de documents. Qu'est-ce qu'on peut critiquer quand on fait l'étude d'un document? Pour les fichiers. On peut critiquer comment les documents viennent fichés, sachant que le document est fiché, c'est des supports. L'étude, un document, je fais un ensemble d'informations. D'accord, un ensemble d'informations qu'on a étudié en détail. Il veut dire pour cette information, on a défini le type, la taille, est-ce qu'on va l'utiliser ou bien on ne va pas l'utiliser, est-ce qu'elle est calculable ou bien elle n'est pas calculable, en plus d'observations si c'est nécessaire. Alors, le document est un ensemble d'informations. Si je critique le document, donc soit je critique l'organisation de ce document, sa conception, comment il est conçu, ou bien je vais critiquer le contenu du document, qui veut dire les informations que contient le document. D'accord? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous êtes avec moi? Madame, la connexion est mauvaise de votre côté. Mais je suis d'accord. Est-ce que vous m'entendez? Pardon, est très... OK, donc le contenu d'un document. Est-ce que vous m'entendez maintenant? J'ai perdu ma connexion.
Est-ce que c'est bon maintenant? Alors, on continue avec les critiques de l'étude des documents. Alors, en ce qui concerne la conception du document, qu'est-ce qu'on peut critiquer? La conception du document. Alors, la conception veut dire le format du document. Le format du document. Je veux critiquer le format. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez maintenant? À chaque fois, je perds ma connexion, elle n'est pas bonne aujourd'hui. Alors, je parlais du contenu des documents. Je veux critiquer le contenu d'un document. Donc, j'ai parlé de la conception du document. Maintenant, je vais critiquer le contenu du document. Pour la connexion. Alors, en ce qui concerne la conception du document, j'avais dit que je peux trouver des informations non utilisées, comme je peux trouver des informations que j'ai ajoutées manuellement. Conception du document. Maintenant, je vais parler du contenu du document qui veut dire les informations que contient le document. Comment je peux critiquer une information? Je veux critiquer une information. S'il y a des informations qu'on peut calculer, c'est pas la peine de les mettre. Bien. Donc, je peux dire qu'il y a beaucoup d'informations calculées. Oui, oui, on peut dire ça. D'où la possibilité de trouver des erreurs de calcul, et on peut l'ajouter. D'accord? Comme j'ai des informations calculées, je peux trouver des erreurs de calcul.
Pardon, on entend le partage. Alors, présence d'informations calculées. D'où possibilité d'erreur de calcul. Très bien. OK, qu'est-ce que je peux trouver aussi? Je peux trouver des informations Madame, il y a pas non de partage. structurées. D'accord? Lors de l'écriture des informations, on avait dit que ces informations... Pardon? Les Il n'y a pas de informations non partage, madame. structurées qui veut dire... La connexion n'est pas bonne. À chaque fois, je perds... عاود جا هكذا مليح. Oui. Donc, j'ai dit présence information non formalisée. Par exemple, une information que j'ajoute à la main, elle n'est pas formalisée. Exemple d'information ajoutée à la main, ou bien manuellement. Qui veut dire information qui n'était pas prévue. Alors, l'ensemble d'informations qu'on ne prévoit pas dans le document, on les ajoute manuellement. D'accord? Donc, je peux le détecter lors de l'étude des documents. Alors, maintenant, je veux critiquer les postes de travail. Qu'est-ce que je peux trouver comme critique pour l'étude des postes de travail? Je vous ai envoyé le support à l'étude de l'existant, comme la fiche des postes de travail. Alors, on peut rappeler quelques éléments. Alors, dans la fiche d'étude de poste de travail, comme le nom du poste, la structure de rattachement, on a les missions, télécharger le nombre de personnes qui travaillent dans le poste. On va comme l'ensemble des tâches, c'est le détail des missions. L'ensemble des documents entrants, sortants est rempli. Alors, qu'est-ce qu'on peut critiquer pour un poste de travail? Qu'est-ce qu'on peut faire pour un travail? Alors, si je compare les missions avec l'effectif et avec le nombre de personnes qui travaillent dans le poste, je peux détecter que soit il y a une surcharge de travail. Une surcharge de travail veut dire... Que veut dire une surcharge de travail? Une surcharge de travail. Surcharge, d'accord? Qui veut dire si je compare les missions avec l'effectif, avec le nombre de personnes qui travaillent au niveau du poste, je peux dire qu'il y a une surcharge de travail. Alors, en comparant les missions du poste avec l'effectif, on peut détecter qu'on a soit une surcharge de travail ou bien une sous-charge soit il y a beaucoup de travail, il n'y a pas assez d'effectifs, ou bien il y a peu de travail, il y a beaucoup de travailleurs.
OK. C'est-à-dire en comparant les missions du poste avec l'effectif. Aussi pour l'étude de documents, si je compare les missions, c'est quoi les missions? Avec les tâches. Les missions veut dire, il est chargé de quoi faire, le poste est chargé de quoi faire lors de sa création. Lors de la création du poste, il est chargé de faire quel travail. Et les tâches, c'est ce que fait le poste réellement. Donc, les missions, c'est ce que doit faire le poste. Les tâches, c'est ce que fait réellement le poste. Alors, en les comparant, qu'est-ce que je peux détecter? Tu peux me dire, qu'est-ce que je peux détecter? Alors, je compare les missions avec les tâches, sachant que les missions, c'est ce que fait le poste, ce que doit faire le poste, et les tâches, ce que fait réellement le poste. Je vais comparer les deux. Qu'est-ce que je peux détecter? Alors, je peux détecter un non-respect des missions. Il est chargé de faire un certain travail, mais en réalité, il fait un autre travail. On peut détecter un non-respect des missions attribuées. OK. Un non-respect des missions attribuées. Il ne respecte pas le poste, ne respecte pas les missions qu'on lui a attribuées lors de sa création. Pardon. OK? Alors, qu'est-ce que je peux aussi détecter? Alors, pour les tâches, on peut avoir un détail qui veut dire la fréquence tâche avec la durée d'exécution. Alors, la fréquence de tâches et leur durée d'exécution. Alors, qui peut me dire une critique pour la durée d'une tâche et sa durée d'exécution, bien son délai. Pardon. Alors, qui peut me dire une critique, qui peut me donner une critique qui concerne, en comparant la durée d'une tâche avec sa fréquence mentale se répète combien de fois par période? Elle se répète combien de fois par période? Par exemple, une tâche qui se répète 10 fois par jour et qui nécessite 30 minutes pour l'exécuter. Par exemple, elle se répète 10 fois par jour et elle demande du temps pour être exécutée. Je peux détecter quoi? De plus, le traitement, il est fait manuellement. Alors, comment je peux écrire? Bien, qu'est-ce que je peux écrire? Allez, je trouve un commentaire. Hein. Alors, je compare le délai d'exécution d'une tâche avec la fréquence de cette tâche. J'ai pris comme exemple, comme par exemple la journée, elle se répète 10 fois et elle demande du temps pour être exécutée.
peux détecter qu'il y a une... Il y a quoi? Alors, on peut dire qu'il y a une charge de travail. On peut dire aussi qu'il y a une perte de temps dans les traitements manuels. Etc. D'accord. À part la fiche d'études la fiche d'études de poste de travail, la fiche d'études, on passe au DCTI, au diagramme de circulation et de traitement des informations. Alors, lors de l'étude des procédures de travail, donc c'est là où vous avez les postes de travail, les échanges d'informations entre les postes et les traitements entre les postes, des différents postes de travail. Donc, exemple de critique pour les procédures de travail. Est-ce que vous m'entendez? Je répondais, soit je suis déconnecté, soit vous n'arrivez pas à suivre. Je n'ai pas compris. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, madame. Est-ce que vous êtes toujours là? Vous avez... Ah, Hadromaïa. Même في Classroom, vous ne répondez pas. Vous n'arrivez pas à commenter, ou ما تشوفوا les données. D'accord. Alors, je suis passée à la procédure de travail. Qu'est-ce que je peux trouver comme critique pour les procédures de travail? Procédure de travail, comme la colonne à la période, la colonne des acteurs externes. Chaque poste de travail, vous avez sa colonne. Les échanges d'informations, un acteur externe va envoyer une information. Un premier poste de travail qui va recevoir cette information va la traiter. Il va envoyer les résultats vers un autre poste de travail. Vous avez une circulation des informations jusqu'à la diffusion du résultat final. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme critique pour les procédures de travail? Attendez, un exemple de critique. Qu'est-ce qu'on peut détecter comme critique lors de l'étude des procédures de travail? Procédure, maintenant, traitement. D'accord? On parle des traitements. Alors, les traitements, le temps d'exécution, c'est-à-dire... Madame? Il est long, madame. Il est lent le traitement. Avec si je compare, il est lent le traitement avec le qu'on a la fiche d'étude de poste de travail parce que c'est mal le détail. La procédure, la période de déclenchement, les acteurs externes qui interviennent dans la procédure, ou l'ensemble des postes de travail avec les échanges d'informations. D'accord? Alors, qu'est-ce que je peux détecter? Au lieu de dire un traitement qui est lent, qui m'a un temps d'exécution, la procédure, je n'ai pas de temps d'exécution. D'accord? Alors, je peux détecter les traitements qui se répètent. Par exemple, comme l'information est dupliquée, elle peut être dupliquée. Donc, je peux détecter la duplication des informations. Pardon? Une information, un fichier, par exemple, que je peux trouver sur deux postes de travail. Comme ils ont besoin
des mêmes informations. Et comme il n'y a pas d'automatisation, ils ont besoin de garder le fichier en duplicata, qui veut dire chaque poste a son propre fichier. Donc, si je veux mettre à jour les données, je vais détecter qu'il y a une opération de mise à jour dans les deux postes de travail. Ça veut dire seulement l'information redondante, mais aussi c'est le traitement qui est redondant. Donc, le traitement est redondant, je peux détecter une redondance de traitement et je peux aussi détecter une redondance d'information du moment où deux postes sont en redondance d'information des traitements. OK? Redondance d'information et redondance des traitements. Redondance d'information veut dire l'apparition d'une même information dans plusieurs endroits. Et redondance des traitements veut dire c'est le même traitement qui se répète plusieurs fois. Donc, j'ai la répétition du même traitement plusieurs fois. Je peux aussi détecter beaucoup de transitions d'informations comme on l'avait détecté dans les diagrammes de flux d'informations. Donc, c'est une information qui circule et qui transite par plusieurs postes de travail. Donc, beaucoup de transitions des informations, etc. D'accord? À partir de là, je suis en train de critiquer. Après les critiques, je dois mettre des suggestions, qui veut dire des actions correctives possibles. Je dois corriger toutes ces erreurs, d'accord, en proposant des suggestions. Alors, on avait critiqué, on avait posé des critiques. Comment je peux corriger? Qu'est-ce qu'on propose comme suggestion? On va repasser en revue ce qu'on a critiqué une fois. On va essayer de proposer des suggestions. Allez-y. Madame, diminuer les Par exemple, transitions des ici, on informations. avait dit, oui, très bien. Alors, je veux éliminer ou bien diminuer la transition des informations. Donc, on a beaucoup de transitions. Je veux éliminer cette transition qui veut dire je veux que l'information, depuis l'émetteur principal jusqu'au récepteur final, sans transition, je veux que l'information passe directement vers son destinataire, bien vers le récepteur. Alors, par quoi? Par quoi je vais faciliter la transition de cette information? Ou bien je facilite la communication entre les postes de travail. Alors, éviter la transition des informations. Ça va me permettre aussi d'éviter pas mal de problèmes comme l'information qui n'est pas sécurisée, l'information qui peut être déformée, l'information qui peut être perdue, ou bien l'information qui peut arriver en retard. D'accord, en corrigeant le problème de transition d'information. Alors, dites-moi comment je vais éviter la transition d'information. Donc, par quoi? Alors, comme informaticien, d'accord? Donc, comme informaticien, je peux éviter cette transition par quoi? Par quoi? Envoyer un mail, madame. Tu veux dire Communiquer par mail. mail, yani, voilà, je peux communiquer par mail, ou bien je peux dire que la mise en place d'un système
de communication automatisée. D'accord? La mise en place d'un système de communication, un système de communication automatisé ou bien informatisé, donc c'est automatisé. Par exemple, entre parenthèses, une messagerie, d'accord, une messagerie, elle peut être interne, messagerie interne, un réseau local, d'accord, ou bien communication par mail, etc. Maintenant, un réseau global, puis international, etc. Très bien, des premières corrections. On avait cité une erreur de sous-charge ou bien de surcharge de poste de travail. Soit l'effectif, qui veut dire en comparant l'effectif avec les tâches à accomplir, soit il y a peu de personnes qui travaillent dans le poste et beaucoup de tâches à exécuter, ou bien il y a peu de tâches, mais un nombre important d'effectifs dans le poste de travail. Alors, comment je peux corriger ce problème? Sachant que là, il s'agit d'un problème d'organisation, d'accord? Quand il y a un non-respect des tâches ou bien un sous-effectif ou bien un sureffectif, là, on va dire qu'il y a un problème d'organisation de travail. C'est l'organisation de travail qui pose un problème. Alors, je vais suggérer quoi? Je vais suggérer, comme informaticien, je veux apporter des corrections, je peux suggérer une nouvelle répartition des tâches. Donc, soit je vais faire une nouvelle répartition des tâches. Pardon. Une nouvelle répartition des tâches. Je vais répartir à nouveau. Ou bien, je peux penser à un recrutement. D'accord, je dois recruter, ou bien je dois revoir la répartition des tâches, et ainsi de suite, dans tout ce qui a un problème avec l'organisation du travail. Alors, j'ai fait l'étude des documents, j'ai trouvé que dans ces documents, il y a des informations qui sont rajoutées, il y a des informations qui ne sont pas utilisées, et ça concerne la conception du document. Donc, je peux suggérer une nouvelle conception des documents, ou là, de certains documents. D'accord? Nouvelle conception de certains documents. On a vu que qu'il y a une redondance d'informations, qui veut dire qu'il y a des informations qui apparaissent dans plusieurs postes de travail. Alors, parce qu'il y a plusieurs postes qui ont besoin de cette information, qui veut dire une information qui apparaît dans plusieurs endroits. Le problème est que j'aurai une mise à jour lourde de ces informations, c'est-à-dire j'aurai une perte de temps lors de la mise à jour de ces informations. Je veux régler ce problème comme informaticien. Alors, je vais proposer quoi? Une conception de base de données. Très bien. Alors, création d'une base de données, qui veut dire dans cette base, je n'aurai qu'une copie de chaque information. Donc, la création d'une base de données pour éliminer deux problèmes. On a cité deux problèmes. Pardon.
Alors, des problèmes de redondance de l'information, d'une part. Et un autre problème, c'est de perte de temps dans la mise à jour de ces informations. D'accord? Donc, je n'aurai plus un problème de perte de temps dans les opérations de mise à jour, ni un problème de redondance d'informations. OK, donc dans les opérations, qui veut dire je ne mets à jour l'information qu'une seule fois du moment que je n'ai qu'une copie de cette information. Très bien. Alors, on a aussi détecté qu'il y a une redondance des traitements. Il y a des traitements que je dois faire et ces informations se répètent plusieurs fois. D'accord. Et j'aurai une perte de temps du moment que je répète le même traitement plusieurs fois. Comment je peux éviter cette perte de temps dans l'exécution des traitements? Ça me prend du temps, je risque de ne pas répondre dans les délais. D'accord? J'ai besoin de faire des calculs parfois, comme je le fais maintenant, faire les calculs à chaque fois. Donc, je fais la même opération plusieurs fois. Je veux éviter ce problème par L'automatisation d'un certain traitement. Voilà, les conceptions de base de données. Hein. Ah oui. Voilà, très bien. Alors, l'automatisation des traitements me permettra d'éviter la redondance des traitements. Donc, l'automatisation des traitements pour éviter la perte de temps. Dans les traitements et aussi et les erreurs dans les opérations de calcul. Etc. Donc là se termine. Bon, j'ai donné quelques exemples de suggestions. On peut terminer avec un cas réel. Et j'aurai de vraies suggestions à mettre en place. Alors, à partir de là, on peut lancer, on a terminé avec notre étude de l'existant, on peut lancer notre conception. On termine avec l'étude de l'existant. Alors, il y a des questions à poser. Et on passe à la conception. Je veux concevoir un nouveau système d'information et ce système va être automatisé. Alors, on va concevoir un nouveau système d'information automatisé. Donc, on va mettre en place un nouveau système. Ce système doit être automatisé. Alors, qui va faire quoi? Qui va remplacer, donc je vais le mettre à la place du système existant. Donc, il va remplacer le système existant, mais en absorbant ses insuffisances, sans avoir les problèmes que j'avais dans le système existant. Donc, en absorbant ces insuffisances. Je parle des insuffisances du système existant. Pour cela, je vais utiliser la méthode. Quelle méthode? Là, on va utiliser la méthode quoi? On travaille avec quelle méthode? Meurize. Très bien, la méthode Meurize. On utilise la méthode Meurize. Alors, lors du premier chapitre, quand on a vu des généralités, c'est une méthode par niveau.
Alors, c'est une méthode, d'abord, c'est une méthode de conception de système d'information automatisé. Elle a des niveaux, pardon, elle a des niveaux automatisés, des niveaux et des modèles, d'accord, qui a des niveaux qu'on appelle niveau d'abstraction, abstraction mentale du concret, de l'abstrait au concret, d'accord, de ce qui est imaginaire jusqu'au ce qui est réel, niveau d'abstraction. Et elle a aussi des modèles. Alors, quand on dit modèle, on parle sûrement de MCD, le MCD, etc. Donc, on a vu dans le premier chapitre un tableau qui récapitule les différents modèles de la méthode Meurice. Donc, alors, comme ce qu'on avait vu au départ, c'était l'existant. Donc, on a terminé avec le rapport de l'étude de l'existant. On a cité les corrections possibles. Je veux mettre en place ces corrections, qui veut dire mettre en place un nouveau système d'information qui va remplacer le système existant où il y avait des problèmes, mais je n'aurai plus ces insuffisances. Pour cela, pour concevoir le nouveau système, je vais utiliser la méthode Meurice, et c'est qui est une méthode d'automatisation ou de conception du système automatisé, et qui a sa démarche, qui veut dire un ensemble de niveaux, et elle a ses modèles, les différents modèles pour présenter les données et les traitements. OK? Alors, est-ce qu'il y a des questions d'abord? Bon, je sais que vous avez vu l'année dernière le NCD, c'est le premier modèle de la méthode Meurice qui permet de présenter les données. D'accord? Le MCD, c'est le premier modèle utilisé par la méthode Meurice au niveau conceptuel pour la présentation des données, pour présenter les données. Alors, نزيدو شوية ومن بعد on passe à la série, نديرو les deux exercices. Est-ce que vous avez essayé de faire les exercices MCD? Alors, le MCD, c'est le modèle utilisé par Meurice pour la description des données au niveau conceptuel. Meurice est la méthode utilisée pour la conception du futur système. Et c'est une méthode qui fait la séparation entre les données et les traitements lors de la conception. Et c'est une méthode qui suit les 3 niveaux d'abstraction. On l'avait dit et redit. Alors, pour élaborer un MCD, Meurice ou le MCD manipule un ensemble de concepts. Le premier concept, c'est la notion de propriété. Donc, on ne va plus parler de l'information, mais on va l'appeler propriété. La propriété, c'est quoi? C'est la plus petite quantité d'informations qu'on manipule dans le système. Par exemple, si je me trouve dans un système de scolarité, le matricule, le nom, le prénom, etc., sont des informations. Alors, je vais modéliser en utilisant l'entité, qui est un ensemble de propriétés. On a d'abord un dictionnaire de données. En bas de le dictionnaire, j'ai une liste d'informations. Alors, les informations qui décrivent des objets de même nature. À partir de ces informations, on va former ce qu'on appelle l'entité. Par exemple, le système de scolarité, un ensemble de données qui décrivent l'étudiant, un ensemble de données qui décrivent l'enseignant, un ensemble de données qui décrivent la matière, etc. Alors, dans la liste, je vais créer des entités. Par exemple, l'ensemble des données qui décrivent l'étudiant, à partir de ces données, je vais créer
créer une entité, je vais l'appeler étudiant. L'ensemble des données qui décrivent l'enseignant, je vais créer une autre entité et je vais l'appeler enseignant et ainsi de suite. D'accord? En bas, on a une règle qui me dit, dans chaque entité, il y a une propriété particulière appelée identifiant. L'identifiant. Alors, qui peut me dire c'est quoi un identifiant? Bon, là, c'est écrit, ça. Vous avez votre propre définition. C'est quoi un identifiant? كيفاش نعرف باللي telle donnée peut être un identifiant? Ou là, je peux l'utiliser comme identifiant. Elle est unique. Unique, ça veut dire كيفاش elle est unique? Unique. Elle est unique. On ne peut pas trouver deux entités Oui, elle est unique, mais comment? qui ont la même valeur de cet attribut. On ne peut pas trouver deux entités Voilà. qui ont la même valeur de cet attribut. Très bien. ما نقولوش deux entités parce que دوكا كي تقول لي deux entités واش نتخيل entité enseignant, entité étudiant. OK. Deux occurrences. Voilà, du même type. Voilà. Du même type. On parle deux occurrences de la même entité. Deux occurrences de la même entité qui ont la même valeur. Je ne peux pas trouver deux occurrences de cette entité qui ont la même valeur. D'accord? Par exemple, pour l'entité étudiant, est-ce que je peux mettre le nom comme identifiant? Non. Non, parce que je peux trouver deux étudiants Des avec personnes le même nom. qui ont le même nom, madame. Voilà, qui ont le même nom. C'est pour cela qu'on a créé la propriété matricule. Donc, chaque étudiant a son propre matricule. Donc, je peux dire que le matricule est un identifiant pour l'entité étudiant. La même chose pour l'enseignant. Je peux créer un matricule pour différencier les enseignants. Voilà. Alors, pour modéliser, il n'est pas suffisant de mettre uniquement des entités. On doit les lier par des relations. On va relier ces entités par des relations. Une règle pour la construction du MCD, on ne peut pas trouver une entité isolée. Isolée, maintenant, qui n'est en relation avec aucune autre entité. D'accord? Isolée. Donc, je vais établir des relations. C'est quoi ces relations? C'est des liens entre deux ou bien entre plusieurs entités ou bien entre l'entité elle-même, si la relation, on l'appelle comment? Une relation entre l'entité et elle-même. On l'appelle une relation Réflexive. réflexive. Très bien, une relation réflexive. Donc, le minimum, c'est 2, même si la relation est réflexive. Donc, le minimum, c'est 2 pattes entre l'entité et le son. Le nom de la relation, généralement, c'est un verbe. Généralement, c'est un verbe. Par exemple, maintenant j'ai donné un exemple. Je peux mettre une relation entre étudiant et module. Bon, là, je l'ai appelé examen. C'est un examen. Ou bien je peux mettre faire examen. Un étudiant fait examen dans un ou plusieurs modules. Alors, chaque relation est définie par un nom. Elle est reliée aux entités des traits. OK. Je vais mettre des traits. Alors, c'est quoi l'identifiant d'une relation? L'identifiant d'une relation. Par exemple, j'ai l'entité étudiant fait un matriculement, etc. L'identifiant de étudiant, c'est matricule. Ou un de l'entité module. Elle a les propriétés code module, les coefficients, etc. Ou dès une relation examen, ou bien pas module.
C'est quoi C'est l'identifiant de l'entité module. Oh, très bien. Donc, on dit, c'est la concaténation. C'est la concaténation, je vais concaténer quoi? L'identifiant de l'étudiant avec l'identifiant du module. OK, donc j'aurai l'identifiant de la relation. Très bien. C'est l'identifiant de la relation. C'est quoi sa collection? Pour une relation donnée, j'ai l'identifiant, la collection et la dimension. La collection et la dimension. Alors, l'identification, c'est la concaténation, comme on avait dit. La collection d'une relation, c'est la liste des entités qui participent à cette relation. Par exemple, la relation examen, sa collection, c'est la liste composée des entités étudiants modules. OK? Et le nombre d'entités de la collection est appelé la dimension de cette relation. Donc, c'est le nombre d'entités qui participent à cette relation. Alors, la relation examen fait participer deux entités qui sont étudiants et modules. Alors, on va dire que sa dimension égale à combien? Sa dimension égale à Abedli Bdamtin. Vous avez dit la date d'examen. وش بها la date d'examen? مدام كي سقسيتي على ليدونتيفيكاتور تاع اون ريلاسيون قلت لا دات ديكزامان la date d'examen. وكان كتبناها لداخل c'est la propriété de la relation. D'accord, ماشي OK, ماشي l'identifiant. L'identifiant de chaque entité qui participe à la relation, concaténée. Donc, on fait coller les identifiants pour avoir l'identifiant de la relation. Comme la dimension de la relation examen, elle est égale à combien? Elle est égale à combien? Bon, c'est noté sur le support, mais dites-le moi. À 2. Alors, quand la dimension est égale à 2, oui, Sam, on va dire que la relation est comment? Elle est binaire. Elle est binaire, très bien. Elle est binaire. Si sa dimension est supérieure à 2, on va simplement dire qu'elle est NR. NR. Une relation NR. NR. D'accord? Une relation NR qui veut dire une relation de dimension N, et ce N est strictement supérieur à 2. Alors, on termine. Donc, on va dire une dimension. À la fin, on va définir ce qu'on appelle les cardinalités. Parce que chaque section, je trouve, être le problème. Alors, les cardinalités, c'est les deux nombres 1 ou la 0,n ou la 0 ou la 1 qu'on écrit devant chaque entité qui participe à la relation. Alors, les cardinalités caractérisent une entité dans une relation. D'accord? La cardinalité, mais c'est la relation. Cardinalité, c'est l'entité qui participe dans une relation. Il représente le nombre minimum, le nombre minimum et maximum de participation d'une occurrence de l'entité. Par exemple, si je parle de l'entité étudiant, je parle d'un étudiant donné. L'étudiant voit l'occurrence, d'accord? Donc, je parle d'un étudiant donné. Donc, un étudiant donné participe au minimum et au maximum combien de fois dans les occurrences de la relation examen? Les occurrences de la relation examen, il apparaît au minimum et au maximum combien de fois dans la relation examen. Pour cela, on a deux types de cardinalité, minimale, maximale. Je les sépare par virgule.
par virgule. Alors, la minimale, qu'est-ce qu'elle peut prendre comme valeur? Bon, je dois la fait. Elle prend combien de valeurs? Elle peut prendre combien de valeurs? Minimale, là, les nabda biha. Alors, elle peut prendre combien de valeurs? Qui peut me dire? On a deux valeurs, soit 0, soit 1. Très bien. Elle ne peut prendre que deux valeurs possibles, soit 0, soit 1. Alors, 0 dans quel cas? Pourquoi je n'écris 0 comme cardinalité minimale? Quand est-ce qu'on met 0 pour une cardinalité minimale? Dans le cas où il n'y a pas une occurrence. Je mets qu'un truc d'occurrence, ou ma caïnine. Dans le cas où une occurrence, il y a au moins une occurrence de l'entité qui ne participe pas aux occurrences de la relation. D'accord? Et à chaque entité est un ensemble d'occurrences. Lazim kainin, andi des occurrences. Je mets 0, je vais mettre 0 pour la cardinalité minimale d'une entité qui participe à une certaine relation si il y a au moins une occurrence de cette entité qui ne participe pas aux occurrences de la relation. Nous l'exemple examen. Si je mets 0, la cardinalité minimale pour étudiant dans la relation examen, je veux dire quoi par ça? Étudiant qui 0, minimum par là. Minimum 0. On a 0 s'il y a au moins une occurrence. Au moins une occurrence, maintenant, au moins un étudiant. D'accord? Du moment que chaque étudiant est une occurrence, s'il y a au moins une occurrence de l'entité qui ne participe pas aux occurrences de la relation. Alors, relation, c'est examen et entité, c'est étudiant. Donc, s'il y a au moins un étudiant qui, ou je dirais de l'étudiant, ou là, qui n'a pas fait quoi? Qui ne passe pas d'examen. Très bien. S'il y a au moins un étudiant qui ne passe aucun examen, je mets 0. C'est un étudiant, les majouz, aucun examen. Donc, il y a une occurrence de l'entité étudiant qui ne participe pas aux occurrences de la relation examen. C'est un étudiant qui n'a passé aucun examen. Je mets 0. Tu demandes 0. Quand je mets 1, alors on met 1 pour la cardinalité minimale d'une entité qui participe à une relation si chaque occurrence de l'entité participe au moins une fois aux occurrences de la relation. D'accord? Si je mets 1, maintenant, regarde les occurrences, les occurrences de la relation. Toutes les occurrences de l'entité participent aux occurrences de la relation. Si on revient à la relation examen, et je mets 1 comme cardinalité minimale pour étudiant. Alors, je veux dire quoi? Je veux dire que chaque étudiant doit passer au moins un examen. Chaque étudiant doit passer au moins un examen. Tous les étudiants sont concernés par les examens. En parlant des cardinalités minimales, on passe à la cardinalité maximale. Donc, minimale, virgule, maximale. Donc, arnif maximale. Alors, la maximale peut prendre deux valeurs possibles qui sont. Quelles sont les valeurs possibles d'un maximale? 1 ou N, madame. Très bien. 1 ou N. 1 ou N. Alors, si je mets 1, alors, la définition, je mets la cardinalité 1 si chaque occurrence de l'entité ne participe qu'une seule fois aux occurrences de la relation. Alors, je reviens à la relation examen. Alors, d'être 1, le minimal, chaque étudiant doit passer un examen. Virgule, j'ai mis un autre 1. Alors, ici, je veux dire que l'étudiant, la littérature, chaque occurrence n'apparaît qu'une seule fois. Chaque occurrence n'apparaît qu'une seule fois. Alors, pour l'examen, veut dire chaque étudiant qui ben fait examen, ça veut dire quoi? Ça veut dire
Il Pas seulement un seul examen. allez-y, avec tout. Oui. Alors, il ne passe qu'un seul examen. Très bien. Chaque étudiant doit s'examiner. Il ne passe qu'un seul examen. Chaque étudiant ne passe qu'un seul examen. Il doit passer examen et il ne passe. Oui, madame. Acheter la connexion, désolé. Alors, on revient. On parlait des cardinalités. Bon, dès qu'on partage, parce que ma question. Bon, c'est de chouïa, parce qu'il y a un problème de connexion. Déjà le partage. Oui. Alors, on parlait de on a l'occasion de l'examen 1, un étudiant, il doit passer examen, mais il ne passe qu'un seul examen. D'accord? Si je mets N, je veux dire quoi? Si je Il peut mets passer N, plusieurs la examens. cardinalité maximale, alors dans ce cas, je dis qu'il peut passer plusieurs examens. Très bien. Alors, par exemple, ici, voilà, on a précisé les cardinalités. Le formalisme du MCD, donc, ici l'identité, l'identifiant peut être placé en quantité. Pour les relations, donc, un cercle ou bien losange, vous mettez le nom de la relation. Si la relation porte des propriétés, si on a des propriétés, on va mettre un trait sous le nom de la relation et on va mettre la liste des propriétés de la relation. À côté de chaque quantité, je vais mettre la cardinalité minimale séparée de la cardinalité maximale par une virgule. Alors, pour notre exemple, un étudiant qui passe examen dans un module, alors j'ai la liste des propriétés de l'étudiant. J'ai commencé par l'identifiant qui est le matricule. Alors, le matricule identifie d'une manière unique chaque étudiant. Et le code du module, il définit d'une manière unique chaque module. Il y a une relation examen entre les deux. Bon, on a le trait le bout. Alors, la relation s'appelle examen. Elle est porteuse de la propriété note. Alors, note ici, elle dépend. Oui, madame. Oui, madame. OK. Alors, on parlait de note. Alors, la note, elle identifie l'étudiant dans le module. Ma deltage dans l'étudiant. Parce qu'un étudiant n'a pas une note, une seule note. Il peut avoir plusieurs notes, ça dépend des modules. D'accord? Je ne l'ai pas mise dans un module parce que le module n'est pas caractérisé par une note. Pour un module, on peut avoir plusieurs notes et ça dépend des étudiants. Donc, c'est une donnée qui dépend de l'étudiant et du module. Donc, on la met dans la relation examen.
Pour les cardinalités, alors pour étudiants avec examen, c'est un N qui veut dire un étudiant doit passer un examen, il peut passer plusieurs. Et pour module, qui peut me lire ces cardinalités, je connais pas anglais. Un N pour Un module. Un pour dire. Un module est passé Ouais. par un ou plusieurs étudiants. Très bien. L'examen d'un module est passé par un ou plusieurs étudiants, qui veut dire le module, il est rattaché dans examen à un ou bien plusieurs étudiants, donc un et N. Là, il faut faire attention à la lecture des cardinalités. D'accord? Alors, jusque-là, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions pour l'MCD? Sinon, on va passer à la solution du premier exercice de la série Limite comme MCD. Alors, on va corriger l'exercice numéro 1. L'exercice à l'auto-école. Est-ce que vous avez essayé de faire l'exercice? L'exercice de l'auto-école. Ah oui, ben comme la projection. Madame, vous n'avez pas envoyé la deuxième série, hein? Si, بعتها لكم. Classroom. Est-ce que vous êtes dans Classroom? Oui, d'accord. Si, بعتها. Bon, ديكها عادي attendez. Après. Peut-être que la somme, il y a un problème 5 minutes. Voilà. Attendez. La nouvelle série exercice, oui. Je l'ai posté le 18 octobre. Ça fait 4 jours. درت لكم كماتيريال ما يبان لكم. مدام اكزامبل Stream. ام سي دي هذاك. Est-ce que vous ouvrez avec le micro? Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, madame. Oui, madame. D'accord, arrêtez de voir. J'ai deux fois la série, je parle de la série. Oui, je l'ai trouvé, madame. Je l'ai trouvé. Merci. Ça fait... Là, donc, on va prendre la projection. On fera le premier exercice. Ok, je vous laisse le soin de faire le deuxième. Il s'agit du MCD, mais c'est une complication. Juste établir le MCD. En attendant de voir la vérification, normalisation et décomposition, puis je vais être comme la nouvelle. C'est uniquement un énoncé et vous devez présenter le MCD correspondant. Alors, premier exercice, il s'agit d'une auto-école qui comprend des moniteurs, des véhicules. Elle prépare des élèves à un permis de type donné
Les moniteurs donnent des leçons. Une leçon possède une durée leçon, et vous avez un ensemble de règles de gestion. Alors, une leçon n'est donnée que par un seul moniteur. Un élève passe un seul type de permis. Une leçon n'est donnée que pour un seul élève. Et un élève n'apprend à conduire que sur un seul véhicule. Et on a complété avec un dictionnaire de données. Maintenant, la liste des données qu'on désire modéliser. Alors, notre dictionnaire de données contient le numéro du moniteur, le nom du moniteur, le numéro de la leçon, la durée de la leçon, le type du permis, le nom du permis, son prix permis, le numéro de l'élève, le nom de l'élève, le numéro du véhicule et le nom du véhicule. Et on vous demande d'établir le modèle conceptuel des données. Bon, j'ai un ensemble d'indications. Alors, je crois que comme à partir des propriétés, on va construire les entités. Et à partir des règles de gestion, on va mettre les relations et les cardinalités. Alors, les règles de gestion pour un MCD servent à décrire les données et les liens entre les données. D'accord? Alors, quand on vous donne une liste de règles de gestion, c'est pour décrire les données qu'on désire modéliser et les relations éventuelles entre ces différentes données. D'accord? Alors, à la lecture, qui montrera le dictionnaire de données, j'ai combien d'entités? Je peux tirer combien d'entités? Alors ici, j'ai les numéros. 5 quantités. Les romans, bon, non. Allez-y. Adna moniteur, Oui, lecture, permis, en leçon. leçon, pardon. Ouais, Élève et véhicule. permis, l'élève et le véhicule. D'accord. Alors, numéro moniteur, le nom moniteur, c'est pour l'entité moniteur. Le numéro de la leçon, la durée de la leçon, c'est pour l'entité leçon. Type de permis, nom de permis, prix permis, c'est permis. Numéro élève, nom élève, c'est pour l'élève. Et numéro véhicule, nom véhicule, c'est pour l'entité véhicule. Alors, à partir de là, on a construit, ou là, on a pu construire les entités, qui m'appartiennent à 5 entités. Patientez, très rare, je reviens. Oui, allez-y. Alors, à partir de ces données, on a construit ces entités. Donc, on avait dit que moniteur, la leçon, alors moniteur, leçon, type permis, élève et véhicule. À partir des règles de gestion, on va construire les relations. Première règle, une leçon n'est donnée que par un seul moniteur. Alors, on va déduire quelle relation? Relation donnée entre leçon et moniteur. Très bien. Alors, on déduit une relation donnée entre moniteur et leçon. Moniteur, leçon, donc, des leçons données par moniteur. Alors, puisqu'on a une leçon n'est donnée que par un seul moniteur, cardinalité de leçon, on a mis 1 et 1. D'accord? Une leçon doit être donnée, donc minimum 1. Et elle n'est donnée que par un seul moniteur, on met un 1. Donc, 1 côté leçon. Alors, côté moniteur, j'ai mis un N. Là, côté leçon, moniteur, pardon. J'ai mis un N pour dire quoi? J'ai mis un N. Le moniteur peut donner plusieurs leçons. Voilà. Un moniteur, comme il est moniteur, il doit donner au moins une leçon. Donc, minimum, c'est 1. Et il peut donner plusieurs leçons, donc maximum c'est N. Très bien. De la même manière, je complète avec les liens. Donc, un élève passe
un seul type de permis, un élève passe un seul type de permis, donc relation entre Permis et élève. La relation se passe. passe. Très bien, entre type permis et élève. Côté élève, on va mettre Un. Très bien. On passe un et un seul type de permis. Très bien, donc j'ai complété avec le reste des relations. Bon, tu m'as dit manuel, alors, un élève passé, type permis, côté élève, c'est 1. Côté permis, un N. Je sais bien, un N pour dire type permis, cardinalité, un N. Pour dire un type de permis doit être passé, donc minimum 1, virgule, point, c'est virgule, d'accord? Virgule N. N pour dire un type de permis peut être passé par plusieurs élèves. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Where are you? Comme je suis Oui, d'accord. Très bien. Alors, entre leçon et élève, j'ai mis une relation à voir. Une leçon n'est donnée que pour un seul élève. Une leçon n'est donnée que pour un seul élève. Alors, côté leçon, j'ai mis un 1. Elle n'est donnée que pour un et un seul élève. Et côté élève, on a mis un N pour dire qu'un élève peut avoir une ou bien plusieurs leçons. Un élève conduit un seul véhicule, il apprend à conduire sur un seul véhicule. Donc, on a mis la relation conduire entre élève et véhicule. Côté élève 1 et 1 pour dire un élève doit apprendre à conduire sur un véhicule et ce n'est qu'un seul véhicule. Côté véhicule, on a mis un N pour dire que sur un véhicule, plusieurs élèves peuvent apprendre à conduire. D'accord? Alors, à partir des règles de gestion, on a pu construire notre modèle. Alors, maintenant, je vous demande de faire le passage de ce modèle. On veut faire le passage au modèle relationnel. Je veux faire le passage au modèle relationnel. C'est ce que vous avez vu l'année dernière. On peut faire le passage au modèle relationnel. Qui peut me citer les règles de passage? D'abord. Quelles sont les règles de passage au modèle relationnel? Alors, Madame, là, par exemple, le numéro moniteur va descendre la relation leçon. d'abord, on commence par le passage des entités, on passe en relation, d'accord? Alors, premièrement, chaque entité devient une table relationnelle. Avec cette règle, on va obtenir combien de tables? Chaque entité devient une table relationnelle. Donc, j'aurai au départ, pour chaque entité, j'aurai une table. Chaque entité devient une table relationnelle. Alors, au départ, j'aurai des relations en nombre de tables. Donc, on aura 5. Au départ, 5 tables. Chaque entité n'a pas sa table. Alors, une table pour moniteur, une table pour leçon, une table pour type de permis, une table pour l'élève et une table pour véhicule. Alors, la règle de passage trolley, l'identifiant de l'entité devient la clé primaire. Par exemple, le canchette moniteur, alors matricule moniteur devient la clé primaire. Matricule, et comme propriété, on aura numéro. Alors, numéro moniteur devient la clé primaire, non moniteur devient une propriété. Je fais la même chose pour les autres entités.
Je passe aux relations. Alors, première règle du passage pour les relations de type père-fils. Alors, les relations binaires de type père-fils, c'est là où vous avez une cardinalité 1-1, ou la 0-1, l'autre cardinalité 1-n ou bien 0-n. Alors, je connais le père, je connais le fils. Par exemple, dans la relation donnée par entre moniteur et leçon. Alors, dans cette relation, qui est le père et qui est le fils? Le père, c'est moniteur et le fils, c'est leçon. Très bien. Alors, le fils, c'est leçon et le père, c'est moniteur. La règle de passage me dit l'identifiant du père migre vers la table générée par le fils comme clé étrangère. Comme clé étrangère. Alors, je fais migrer quoi vers quoi? Je vais faire migrer numéro, je connais, leçon ou la moniteur. Moniteur. Moniteur vers la table Leçon. vers la table leçon comme clé étrangère. Donc, la clé, l'identifiant du père va migrer vers le fils. Alors, on a par exemple, moniteur va donner une table moniteur, numéro moniteur, non moniteur. L'entité leçon a donné la table leçon, numéro leçon, durée leçon, mais on doit faire migrer le numéro du moniteur et le numéro de l'élève parce que l'entité leçon est fils dans les relations données par et avoir. Donc, on a deux clés étrangères. J'applique la même règle pour le reste des propriétés. Donc, si la relation père-fils est porteuse de propriétés, par exemple, j'ai une relation qui porte des propriétés, alors lors du passage au modèle relationnel, ces propriétés vont être définies comme attributs dans la table générée par le fils. Donc, vers le fils. Une relation père-fils, donc l'identifiant du père avec les propriétés de la relation, ils vont migrer vers l'entité générée, ou bien la table générée par l'entité fils. Juste la différence, c'est que les propriétés deviennent des attributs et l'identifiant du père devient une clé étrangère. Pour simplifier, là je vous ai donné, alors, dans quel cas on l'appelle le père et dans quel cas on appelle l'entité fils. Parlons des cardinalités. D'accord? Les relations autres que père-fils veut dire les deux cardinalités, ou bien toutes les cardinalités sont de type 0n ou bien 1n. Dans ce cas, cette relation du MCD devient une table relationnelle dans le modèle relationnel. Sa clé, c'est la concaténation des identifiants des entités qui participent à cette relation. Et si on a des propriétés, ils deviennent des attributs dans la table relationnelle générée. Est-ce que dans notre modèle, on a une table autre que père-fils? Est-ce que dans notre modèle qu'on a construit, est-ce qu'il y a des relations autres que père-fils? Est-ce qu'il y a Il n'y a pas. Il n'y a pas, donc toutes nos relations sont de type père-fils, donc à part ces 5 tables relationnelles, mais on aucune autre table, c'est juste, on a juste des migrations. D'accord? On a juste des migrations. Très bien. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, madame, est-ce que vous pouvez répéter le dernier point qui point à une relation AN? Très bien. Alors, une relation de type AN. Très bien. Par exemple, le support les cheveux je vais pas le partage. Entre étudiants et modules. Vous voyez l'exemple. Ah oui, oui, ben.
Alors, je vais faire le passage de... Je vais voir les messages, je vais les messages. Alors, étudiant devient... Elle devient quoi? Elle devient une table. D'accord? Donc, elle devient étudiant. J'ouvre ma parenthèse. Matricule, c'est lui. La clé principale de faire étoile. Ou le nom. Ou le prénom. Est-ce que l'entité étudiant est fils dans une relation? Faites le petit modèle, hein? Je parle de ce petit modèle. Non. Non. Il n'y a pas de migration. Comme il n'y a pas de migration, je vais fermer ma parenthèse. De la même manière, je vais faire pour module. Alors, module, il y a son identifiant, les rois code M. Ada, c'est, je mets étoile, puis j'en c'est la clé primaire. Bon, je vais souligner, non? Il a son libellé et il a son coefficient. Est-ce que module est fils dans une certaine relation? Non, donc on ferme la parenthèse. On ferme la parenthèse. Donc, j'ai la table module. Je les entités, donc je passe directement en relation. Une relation examen. Est-ce qu'elle est de type père-fils? Est-ce qu'elle est de type père-fils? Autrement dit, est-ce que l'une des cardinalités est égale à 1? Non. Non. Alors, la relation examen est autre que père-fils. Elle est autre que père-fils. Donc, le passage, qui m'a dit pour la relation père-fils. Elle devient une table relationnelle. Elle devient une table relationnelle. Alors, elle devient une table relationnelle. Maintenant, elle aura un nom. D'accord? Et elle aura une clé primaire et éventuellement des propriétés. Alors, son nom, c'est examen. C'est bien examen. La parenthèse. Alors, c'est quoi sa clé primaire? Quand elle devient une table relationnelle, sa clé, c'est la concaténation des identifiants des entités qui participent à cette relation. Alors, examen fait participer les entités étudiants et modules. D'accord? Elle fait participer étudiants et modules. Alors, sa clé primaire, elle est composée de quoi? C'est code M et matricule. Très bien. Donc, je vais mettre matricule. Bon, on a fait le complexe. D'accord. Mais normalement, je souligne les deux. Et code M. Code M. Donc, la clé, c'est matricule avec code M. Ses propriétés, c'est quoi? Note. C'est note. Très bien. Les porteuses de propriétés, c'est la note. Donc, voici le modèle relationnel. Et on obtient notre modèle relationnel. Donc, qui est contenu des trois tables relationnelles étudiant, module et examen. Matricule mal code en adulte plus. Maintenant, on doit les souligner ensemble. Est-ce que vous êtes d'accord? Souligner ensemble. Matricule et prenez note si vous voulez. D'accord? Et code M. OK? Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, madame. Très bien. Est-ce qu'il y a une autre question? Pardon? Est-ce que vous avez une autre question pour terminer? Alors, s'il n'y a pas de questions, je vous libère pour aujourd'hui. Non, je m'excuse, hein, j'étais obligée de faire le cours en ligne parce que donc je ne marche plus difficilement. D'accord.
Et seulement, merci beaucoup. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je vais vous partager le premier chapitre avec sa vidéo. OK? Je vais essayer de faire le deuxième exercice. Vous pouvez m'envoyer votre réponse en privé à ma classroom. D'accord, pour vous dire est-ce que c'est bon ou pas. On terminera la série pour les prochaines séances. Est-ce que vous êtes d'accord? D'accord, madame. D'accord. OK, merci beaucoup. Merci. Bonne soirée, maman. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir.